Ça y est, c'est la rentrée, votre enfant a déjà probablement rencontré son nouvel enseignant qui va avoir de nouvelles exigences et qui va peut-être donner un peu plus de devoirs que l'année dernière. C'est aussi un moment où nous, parents, on se pose beaucoup de questions, et notamment comment accompagner les devoirs de nos enfants. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer une approche, une posture pour aider vos enfants à faire leurs devoirs avec des exemples et des mises en situation très concrètes. Alors vous allez voir, c'est plutôt pensé pour le primaire. En tout cas, les exemples que je vais donner sont des exemples de primaire, mais finalement ça fonctionne aussi pour le collège et pour le lycée, puisqu'on va parler des bases et ça marche à tous les niveaux scolaires. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et parler de cette fameuse posture à adopter. L'idée, c'est de venir éviter deux extrêmes. Le premier, ça serait de dire « je suis très présent et je fais à la place de mon enfant ». Forcément, ça ne va pas l'aider à apprendre. Le deuxième extrême, au contraire, ça serait de dire « il doit se débrouiller tout seul, il est autonome et donc je n'interviens pas du tout ». Ça ne fonctionne pas, ni d'un côté ni de l'autre. Nous, on va plutôt chercher un juste milieu qui consisterait à dire « c'est mon enfant qui fait » et je l'accompagne en lui apportant des outils, de la méthode et en l'aidant à débloquer des problèmes. Ça, c'est vraiment le grand principe à garder en tête. Et cette posture de juste milieu, on la retrouve aussi en entreprise quand on pense à la posture du manager. Le manager, il doit aussi éviter les deux extrêmes. C'est un peu la caricature du manager qui n'est pas efficace. Un manager qui serait trop présent et qui ferait à la place de ses équipes ou qui repasserait derrière elles pour faire leur travail, ça serait totalement inefficace. À l'opposé, un manager qui est totalement absent et qui n'aide jamais ses équipes, c'est aussi totalement inefficace. Donc ça n'est pas ce qu'on va chercher. On va aussi chercher un juste milieu avec un manager qui laisse ses équipes faire leur travail et qui est là pour les accompagner en leur donnant des outils, de la méthode et en les aidant à débloquer leurs problèmes en cas de besoin. On retrouve exactement la même posture qui est une posture qu'on peut appeler manager coach ou accompagnateur et qui fonctionne aussi bien à la maison qu'au travail. Et maintenant, vous allez me dire « Ok, c'est super, mais comment est-ce que je fais pour mettre en pratique cette fameuse posture ?» C'est ce dont on va discuter maintenant. Je vais vous proposer des mises en situation très concrètes dans lesquelles vous allez pouvoir utiliser cette posture et accompagner les devoirs de vos enfants. Le premier domaine sur lequel vous allez pouvoir mettre en œuvre cette posture, c'est la planification des devoirs. Votre objectif en tant que parent, c'est de donner à votre enfant de la méthode pour qu'il apprenne à organiser ses devoirs sur la semaine. Et pour ça, on va procéder en 3 étapes successives. La première étape va consister à organiser les devoirs, plutôt nous en tant que parents, mais à bien expliquer à nos enfants comment est-ce qu'on fait. Ça va être pour les petites classes, plutôt CP et CE1. À chaque fois qu'on planifie les devoirs sur la semaine, on prend le temps de leur expliciter pourquoi est-ce qu'on s'est organisé comme ça. Donc par exemple, on ne va pas leur dire « tu commences par ta poésie ». On va aussi prendre le temps de leur expliquer qu'une poésie, c'est un travail de mémorisation, que ça nécessite d'y revenir plusieurs fois et que donc il faut en faire un petit peu tous les jours de la semaine, exactement comme la préparation d'une évaluation. Et tout ça, on va bien l'expliquer à nos enfants pour qu'ils comprennent comment est-ce qu'on fait. La deuxième étape va concerner les classes du CE2 au CM2, à peu près. Je vous donne des ordres de grandeur, après il faut s'adapter aux enfants. Mais l'idée maintenant, c'est que ce soit votre enfant qui planifie ses devoirs et vous d'être plutôt en accompagnateur. Donc il va utiliser la méthode que vous lui aurez apprise dans les classes précédentes, mais c'est lui qui va faire. C'est lui qui va regarder son agenda et dire « il faut que je commence par ma poésie parce que je vais avoir besoin d'y revenir plusieurs fois ». Et vous allez avoir cette posture de coach où vous allez plutôt lui poser des questions pour l'aider à construire son raisonnement, mais sans lui donner les solutions toutes faites. Et enfin, la dernière étape, c'est l'autonomie pour l'arrivée en 6e. Votre enfant, après avoir échangé avec vous pendant 5 ans sur la manière, la méthode à utiliser pour planifier ses devoirs sur la semaine, est capable de le faire absolument tout seul. Il ne viendra vous solliciter qu'en cas de besoin. Il est prêt pour le collège. Le deuxième domaine dans lequel vous allez pouvoir mettre en pratique cette posture d'accompagnateur, c'est le moment où vous allez vous assurer que vos enfants ont bien compris leurs leçons. Alors vous pouvez commencer par leur poser des questions ou leur demander d'expliquer les leçons avec leurs propres mots pour vous assurer qu'ils ne sont pas juste en train de répéter ce qu'ils ont entendu à l'école, mais qu'ils ont bien compris de quoi il s'agissait. Et vous pouvez aussi leur proposer des manipulations. Ça, c'est quelque chose sur lequel Jean Piaget, qui est un psychologue spécialisé dans le développement cognitif des enfants, a énormément insisté.
Jean Piaget, il expliquait que les enfants de primaire ne pouvaient pas apprendre des leçons juste de manière totalement abstraite, mais qu'ils avaient besoin de concret et de manipuler. Donc les enseignants en primaire, ils le savent très bien, et ils proposent des manipulations aux enfants. Mais ils n'ont pas toujours le temps d'en faire beaucoup ou d'y passer un certain temps. Et donc c'est important à la maison de venir compléter ça en proposant nous aussi des manipulations à nos enfants au moment des devoirs ou quand les devoirs sont finis. Ça prend un petit peu de temps. C'est un vrai investissement, mais vous allez voir, une fois que vous aurez fait ça avec vos enfants, ils auront une compréhension beaucoup plus fine des notions qu'ils auront vues. Moi, je le teste avec ma fille régulièrement et les résultats sont sans comparaison, c'est remarquable. En mathématiques, c'est assez simple d'imaginer quelle manipulation on peut faire à nos enfants. On va apprendre des billes ou des jetons, on va leur faire des additions, des soustractions, on prend des groupes de billes, on les met ensemble, on les sépare. Tout ça, c'est assez intuitif et en général, on sait à peu près comment s'y prendre avec nos enfants. Par contre, dans les autres matières, comme le français ou l'histoire, là, c'est un peu plus compliqué. On se dit, mais quelle manipulation est-ce que je peux bien proposer à mes enfants? Et donc, je vais vous donner une astuce qui m'a été donnée par une ancienne maîtresse d'Éléonore et qui m'a énormément aidée. C'est un site internet qui s'appelle Lutin Bazar. Ce site, il a été pensé par une maîtresse qui partage absolument tout son matériel dans toutes les matières qu'elle fait avec ses élèves de primaire, français, histoire, géographie, sciences, maths, etc. Il y a énormément de choses à disposition. Et il y a justement plein de jeux et d'outils de manipulation. Elle a par exemple imaginé un trivial poursuite pour réviser ses conjugaisons. C'est à la fois ludique et en même temps ça marche hyper bien. Et elle propose aussi des fiches, alors avec des leçons qui sont expliquées et d'autres avec des exercices pour que les enfants puissent s'entraîner. C'est toujours très bien fait, c'est bien expliqué, c'est simple et c'est hyper adapté au niveau des enfants. Et donc ces petites fiches-là, moi je les propose à Éléonore quand elle a besoin de voir une notion ou avant une évaluation. Et ça lui permet de s'entraîner et de voir tous les différents cas. C'est hyper efficace. Et du coup maintenant, à chaque fois qu'elle a une évaluation, elle me dit « Est-ce que tu as trouvé la fiche Lutin Bazar sur le thème de mon évaluation ?» C'est une vraie aide et c'est un vrai entraînement. Donc on voit là dans tout ce qu'on se dit qu'on est vraiment dans notre posture d'accompagnateur qui apporte des outils à nos enfants. Alors les outils, on n'est pas obligé de les avoir nous-mêmes. On n'a pas une boîte à outils absolument extensible. On peut aller les chercher ailleurs. Lutin Bazar, c'est un super site qui donne des outils pour accompagner nos enfants. Et là, encore une fois, on va être dans cette posture de coach. On ne fait pas à leur place, c'est eux qui font, mais nous, on va leur proposer des outils ludiques et pratiques pour qu'ils puissent s'entraîner. En complément des outils ou des ateliers que vous allez trouver sur Lutin Bazar, vous, en tant que parent, vous allez aussi pouvoir apporter d'autres outils et d'autres méthodes à vos enfants avec cette idée de venir les aider à construire une boîte à outils qui leur servira tout au long de leur scolarité. Encore une fois, toujours dans cette idée, cette notion de parents accompagnateurs qui apportent des outils et de la méthode. Donc pour ça, vous allez pouvoir proposer à vos enfants différents petits outils et eux, ils vont tester, essayer, voir ce qui leur correspond le mieux et voir comment est-ce qu'on peut les utiliser en fonction de ce qu'on a à apprendre. Par exemple, pour retenir une liste de mots, ce qui est intéressant, c'est de venir raconter une petite histoire comme moyen mémotechnique. Ça, moi, je l'ai appris à ma fille. Aujourd'hui, elle le réutilise spontanément toute seule. On peut aussi leur proposer de faire des cartes mentales, des mind mapping, pour venir retenir une leçon. S'ils sont très visuels, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et on peut aussi leur apprendre à développer un raisonnement global. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait avec Éléonore quand elle était en CE1. Elle avait plusieurs leçons sur les polygones et elle avait du mal à faire le lien entre ces leçons-là. Pour elle, c'était des choses totalement séparées. Elle avait une leçon sur les polygones, une leçon sur les carrés, une leçon sur les rectangles et en fait, elle ne faisait aucun lien entre tout ça. Donc, on a fait un atelier, on a pris une grande feuille A3 et on a repris les éléments de chacune de ces leçons-là pour les mettre sur une seule et même feuille au lieu qu'ils soient séparés sur plein de cours différents. Et surtout, on a relié les différents éléments pour qu'elle aussi, dans sa tête, elle puisse faire des liens. Ça a été extrêmement utile et ça lui a permis de structurer son raisonnement sur tout ce cours sur les polygones. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, j'ai fait une vidéo qui est consacrée à cet atelier-là où je raconte tout ça beaucoup plus en détail. Je vous mets le lien si vous voulez aller la consulter. En tout cas, on voit vraiment que toujours dans cette idée de parents accompagnateurs, coach, on va pouvoir proposer une boîte à outils à nos enfants, des outils qui vont expérimenter et ensuite qui leur serviront au collège, au lycée et même dans leur vie professionnelle parce que c'est des choses qu'on utilise finalement tout le temps.
Et enfin, la quatrième et dernière mise en situation dans laquelle on peut venir mettre en pratique cette posture d'accompagnateur, c'est lorsqu'on va inviter notre enfant à venir enrichir ses connaissances et à questionner ses leçons. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. On n'est pas là juste pour que notre enfant vienne accumuler une somme de connaissances. L'idée, c'est aussi qu'il vienne les questionner, ces connaissances-là, et qu'il développe son esprit critique. Et donc pour ça, on va pouvoir proposer des activités à nos enfants qui vont s'appuyer sur ce qu'il aura vu à l'école, mais qui vont lui permettre d'aller plus loin, de questionner les notions et encore une fois de développer cet esprit critique-là. Alors il y a deux choses qui sont importantes quand on fait ce type d'atelier. La première, c'est qu'il ne faut pas que ça soit une obligation. Il ne faut pas que l'enfant ait l'impression de refaire de l'école après l'école. Ça doit rester un plaisir, ça doit être très ludique et on doit y prendre du plaisir autant de la part du parent que de la part de l'enfant. Sinon, ça ne va pas fonctionner, ça va juste être une contrainte. Et ensuite, la deuxième chose qui est importante, c'est qu'on peut proposer plein de choses à nos enfants. Finalement, parfois, ils n'auront pas envie de le faire et ce n'est pas un sujet. Moi, je propose régulièrement des choses à Éléonore. Parfois, elle y va à fond et elle adhère. Et parfois, elle n'a pas du tout envie de le faire et c'est catégorique. Et parfois, sur le coup, ça ne fonctionne pas. Et 1 an ou 6 mois après, en fait, on y revient et finalement, elle y trouve son intérêt. Donc, il ne faut surtout pas se vexer ni bloquer quand on propose quelque chose à son enfant et qu'il n'a pas envie d'y aller. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. On peut réessayer un peu après ou on laisse tomber et on passe à autre chose. Parce que c'est une construction qu'on doit faire ensemble et surtout, on ne doit rien lui imposer. Pour illustrer tout ça, je vais vous parler de 2 projets que j'ai fait avec Éléonore et qui nous ont permis de venir enrichir et questionner ce qu'elle avait pu faire à l'époque. Le premier, ça concerne Roald Dahl. En CE1, la maîtresse a demandé aux élèves de lire Le Doigt magique de Roald Dahl et j'en ai profité pour construire tout un week-end avec Éléonore sur le thème de Roald Dahl. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'étais hyper contente qu'elle étudie Roald Dahl à l'école parce que c'est un auteur que j'avais adoré quand j'étais petite et j'étais ravie de le retrouver à travers elle. Donc, on a relu et lu ensemble des livres de Roald Dahl. Au-delà du Doigt magique, je suis allée à la bibliothèque, j'ai raflé tous ses romans et on les a tous lus. J'ai aussi lu l'autobiographie de Roald Dahl qui, elle, n'est pas adaptée à l'âge d'Éléonore, elle ne pouvait pas la lire. Donc moi, je l'ai lue. Et ensuite, pendant notre fameux week-end, je lui ai raconté la vie de Roald Dahl pour qu'elle connaisse mieux l'auteur qu'elle était en train d'étudier en classe. Alors, la vie de Roald Dahl, elle est très chevaleresque. Il a été espion, pilote dans la Royal Air Force, il lui est arrivé plein de choses. Donc, je lui ai raconté sa vie, non pas comme une hagiographie ennuyeuse, mais plutôt comme un conte avec plein de péripéties dont Roald Dahl était le héros. Donc ça a été très ludique et ça a très bien marché pour qu'elle comprenne mieux l'auteur qu'elle était en train d'étudier. Lors de ce week-end Roald Dahl, on a aussi regardé le film Mathilda qui est très bien fait et ça nous a permis de questionner les thèmes que Roald Dahl traitait dans ses romans et notamment la manière dont il présentait les enfants. Les enfants qui étaient souvent des héros bienveillants, intelligents et qui parfois s'opposaient à des adultes qui, eux, n'étaient pas toujours très bienveillants et très intelligents. Et ça, c'était intéressant aussi, de questionner cette posture de l'enfant dans le roman de Roald Dahl, qui est assez particulière dans la littérature, on ne la retrouve pas partout. Ça a très bien fonctionné, ça nous a permis d'échanger, d'avoir un débat et une vraie analyse, comme on aurait pu le faire à l'école avec une explication de texte, mais là, on l'a fait sur base d'un film et des lectures qu'on a vues, et c'était plutôt une discussion qui était agréable et pas du tout scolaire. Et enfin, on a construit une cabane pour faire référence à la caravane dans laquelle Roald Dahl écrivait, dans laquelle Éléonore s'est installée et a commencé à écrire un roman, ça lui a donné envie. Et dans cette cabane, on a mis une montagne de chocolat, ça c'était une référence à Charlie et la chocolaterie. Et donc vous voyez que dans tout ce qu'on a fait, on est resté très ludique. C'était un week-end, on a regardé des films, on a construit des cabanes, on a mangé du chocolat et on a raconté des contes. Donc il n'y a rien de scolaire dans la manière dont on a appréhendé les choses. Et pourtant, finalement, dans tout ce qu'on s'est dit, dans tout ce qu'on a vu, c'est des choses qui sont venues compléter ce qu'elle a fait à l'école. Elle a mieux compris l'auteur qu'elle était en train d'étudier, les thèmes qu'il pouvait aborder et sa vie. Sauf qu'on l'a fait de manière hyper agréable, hyper ludique et que ça a très bien fonctionné. Le deuxième exemple sur lequel on a pu comme ça questionner des connaissances scolaires, c'était sur les périodes de l'histoire. Éléonore apprenait les différentes périodes de l'histoire en classe, donc Antiquité, Moyen-Âge, etc. Et là, on est plutôt venu discuter toutes les deux pour questionner ces périodes-là et la manière dont elles avaient été construites et pensées.
et notamment se demander s'il n'y aurait pas pu avoir d'autres périodes que celle-là, qu'est-ce qui serait passé si l'Antiquité s'était appelée autrement, etc. Donc ça, c'était une discussion, mais on l'a faite de manière très ludique en rigolant beaucoup et en jouant au chevalier, en jouant à l'Antiquité, etc. Donc encore une fois, c'est venu questionner quelque chose qu'elle voyait en classe, mais avec une vraie prise de recul, un vrai esprit critique et toujours cette notion de plaisir et de faire les choses de manière ludique. Si vous voulez en savoir plus, j'ai dédié une vidéo à ce questionnement-là sur les périodes de l'histoire. Je vous mets le lien et vous pourrez voir comment est-ce qu'on a procédé. En tout cas, ce qui est intéressant, et moi vraiment ce qui me tient à cœur quand j'accompagne les devoirs d'Éléonore, c'est de se dire on n'est pas juste là pour accumuler les connaissances, on est là pour développer l'esprit critique, on est là pour apprendre à se poser des questions, et ça je vais le faire avec elle, mais toujours sans forcer et en y prenant du plaisir, et c'est pour ça que ça fonctionne bien. En synthèse, vous avez pu le constater dans toutes les mises en situation qu'on a abordées, à chaque fois on retrouvait cette même posture du juste milieu. C'est notre enfant qui fait et nous on est là pour lui apporter des outils, construire avec lui une boîte à outils, lui apporter de la méthode, l'aider à structurer son raisonnement en l'invitant à développer son esprit critique, à enrichir les travaux qui ont pu être faits à l'école et on va l'aider à surmonter ses difficultés. Mais on ne fait jamais à sa place et on ne le laisse pas non plus se débrouiller tout seul. C'est lui qui fait et on va l'accompagner. Et l'objectif de tout ça, lui apporter ses méthodes, ses outils, etc., finalement, c'est de venir l'aider à développer son autonomie. Fort de toutes ces méthodes et de tous ces outils qu'on aura pu lui apporter, notre enfant, en entrant au collège, sera capable de faire tout seul et c'est bien le but qu'on recherche.